trop résistant. Est-ce Je qu'il veut peux une chaise? utiliser ça. Ouais. Non, mais c'est pour... être tous asseyés parce qu'on est ensemble. Mais je ne suis pas trop capable de rester asseyé, alors c'est mon caractère, ma vie, c'est ça. Pas trop rester asseyé. Mais j'étais fortement touché par le fait qu'on a commencé avec la poésie. Parce que je sens qu'aujourd'hui, il faut toucher quelque chose qui n'est pas seulement notre univers mental. Et toi, tu as touché des arguments, des images comme les fleurs, la diversité des fleurs et notre merveille face à la diversité des fleurs. Et tu as touché aussi que l'attitude du poète, que pour moi c'est la vraie attitude de l'homme, que ça signifie celui qui demande, qu'en face aux situations, en face au monde, il demande et renonce pas à ses questions. C'est ce que j'ai appris fortement du Petit Prince. Que pour moi, je le dis souvent aux étudiantes, c'est un grand livre de philosophie et ça va renseigner, ça va montrer, ça va faire l'expérience de que il nous faut vraiment pas renoncer à ces questions. Le Petit Prince, il le dit dans le livre, renoncer jamais à ces questions, alors il continuait de demander. L'adulte, oh, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il demandait, qu'est-ce que c'est cette Petit Prince? Alors, je montre aux étudiants souvent que c'est ce que est donné à l'homme pour être soi-même. Et alors, j'étais en train de me rendre ici et je prenais quelques notes. Je me suis posé une question. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes ici? Alors, cette question, pour moi, elle est une question qui nous emporte une grande silence dedans. Parce que ce n'est pas possible de répondre tout de suite. Parce que c'est faux ce que nous faisons. Donner notre samedi, notre dimanche, notre vendredi, notre temps libre, notre vie, à quoi? À la défaite que nous attendent. Parce que c'est ça. Qu'est-ce que nous attendent? Ils nous attendent une grande défaite, apparemment, oui. Mais si nous allons regarder comment dire, sur une balance, on dit comme ça, et on va mesurer les forces qui sont dans le monde en ce moment. Il y a toutes les armées du monde, toute la puissance du monde. Et ici, il y a une toute petite graine. Qu'est-ce que c'est cette graine? Tu l'as prouvé, parce qu'elle a prouvé de la moutarde, mais elle est allergique. Mais elle est dit dans les Écritures que cette moutarde, c'est cette petite graine, c'est un si petit, mais l'arbre
qui peut naître de ça, c'est très grand. Et alors, il faut nous demander pourquoi il y a ainsi de violence contre quelque chose de si petit que nous sommes. Et alors, peut-être, on va découvrir qu'on n'est pas ainsi petit comme nous croyons être et comme nous sommes vraiment. Parce que le petit prince, il est petit, mais il est prince. Prince, c'est-à-dire que c'est le principe de quelque chose. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Le principe de quoi? Bien sûr, c'est possible d'avertir, de sentir que c'est le principe d'une nouvelle façon de se rencontrer, d'être humanité, d'être homme, femme. Tu as dit combien de temps l'humanité va continuer à cultiver cette forme d'individualisme, que ce n'est pas l'individu. L'individualisme, c'est l'ennemi de l'individu parce qu'il va mettre l'individu contre l'individu. Ouais, opposé. Ouais. Et alors, je me posais cette question, pourquoi nous sommes ici? Vraiment, je sens qu'il faut là écouter cette question dans un grand silence, quelques moments. Pourquoi je suis là? Pourquoi nous sommes ici? Qu'est-ce que c'est cette je? Qu'est-ce que c'est cette nous? Et alors, il va s'ouvrir une grande réflexion qui est très ancienne. Parce que ce que nous faisons, c'est une action de désobéissance. Parce que se rencontrer, bien sûr, on peut faire parce qu'on est encore toléré. Mais c'est une désobéissance. Désobéissance à quoi? À l'œuvre de division qui est un acte. Alors, quand on va se rencontrer, on ne sait pas vraiment pourquoi, parce que ce n'est pas le mental qui peut répondre. Parce que le mental, c'est à moi, à toi, à toi, à toi, de tout petit monde individualiste qui n'est pas le monde, qui n'est pas le réel. Alors j'aime bien, je dis que c'est une question très ancienne. J'aime bien, par exemple, l'exemple de Socrate. On dit comme ça, Socrate. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quelque chose de pareil du Petit Prince. Et il allait pour la police, pour la ville, et demandait oh, pardon, excusez-moi, attends, pour toi, qu'est-ce que c'est que la justice? Qu'est-ce que c'est que la santé? Qu'est-ce que c'est que le courage? Qu'est-ce que c'est que la vertu? Elle allait demander ça à toutes les puissantes, à les gouvernateurs, oui, à les gouverneurs de la cité, parce qu'ils disaient, vous gouvernez, mais bien sûr, vous savez ce que c'est juste, ce que c'est vrai, ce que c'est bon. Ils ne savaient pas répondre.
Et elle démontrait que celui qui guide, celui qui conduit, ne sait pas où on va. Et alors la question c'est très ancienne parce que il a été condamné, il a été porté devant la cité, il a été porté à procès avec cette accusation de... Les accusations, c'était très étrange, je vais dire pourquoi. Il est accusé d'être un mauvais exemple pour les jeunes, c'est ça, et de emporter nouveau Dieu dans la cité, dans la ville. Il était une civilisation polythéiste et ils vont tuer Socrate parce qu'il dit il porte de nouveau Dieu. Mais c'est très étrange. On n'a pas assez discuté de ça dans la critique philosophique, dans l'histoire de la philosophie, on n'a pas discuté de ça. Mais pourquoi condamner Socrate parce qu'il va porter, il dit, un nouveau Dieu. Et il était très étrange, Socrate, parce qu'il disait, dans quelques occasions, bon, je peux faire ça, je ne peux pas faire ça parce que mon daimon, le daimon c'est une voix intérieure d'un Dieu qui lui disait de ne pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas obéir. Il m'a dit comme ça. Il quitte le daimon, le Dieu que je sens dedans. Alors, c'est très étrange parce que ce Dieu, ce daimon, ne dit lui ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut pas faire. Et la différence entre cette daimon et le dieu de la ville, c'est que le dieu de la ville était les mêmes pour tous. Mais le daimon, c'était une voix qu'il écoutait dedans. Et les autres, ils devenaient fous parce que, mais tu ne peux pas avoir un Dieu qui parle dedans toi. Désolé, il me parle, je suis désolé. Il dit, on ne peut pas faire comme ça, je ne fais pas comme ça. Alors, il désobéit. L'exemple de la désobéissance dans la civilisation ancienne, parce qu'il dit que dedans, il y a une voix que personne ne peut écouter sauf moi. Et alors peut-être une seule citoyenne va désobéir, mais c'est un acte divin, c'est un acte religieux, c'est un acte de conscience, c'est un acte de vérité. Et alors, on ne peut pas accepter ça dans cette culture. On dit, tu vas emporter de nouveaux dieux, il faut te tuer. Alors on va le tuer. Et il dit, vous allez me tuer, me condamner, me tuer, mais attention, parce que vous me tuez, mais d'autres personnes, ils verront, et ils seront beaucoup plus que moi. Et il était très étrange, il n'était pas belle, il n'était pas riche,
une personne qui simplement allait pour la ville. Ce que nous faisons en posant des questions à la boulangerie, au supermarché, aux amis, ou peut-être simplement en donnant notre corps de désobéissance. Le corps de désobéissance. Le corps de désobéissance, c'est aussi le corps de Jésus. C'est un corps de désobéissance qui reconnaît en soi-même le destin humain de accueillir la voix de Dieu aussi quand tout le monde dit le contraire. Alors, on est peu, on est très peu, mais on est, comme on dit dans les Écritures, la levure est très peu, mais le pain, ça devient grand. Le sel, c'est peu, c'est un tout petit grain de sel. Et il dit, vous êtes comme le sel. Si vous perdez la saveur, rien dans le monde aura plus de saveur. Il n'y aura plus de saveur dans le monde. Alors, le sel, c'est très petit, mais ça suffit un petit peu pour changer toute saveur de quoi? De l'eau, de la nourriture. Et c'est ça ce que nous attendons. Je sens comme ça. Et si on regarde bien, vous me disiez quand je dois me taire parce que quand je commence comme ça, si on regarde bien, on devient jour par jour un nombre moins grand. On était beaucoup de personnes, on était convaincus qu'on aura vécu, mais quand on a vu que la victoire, ce n'est pas la victoire qu'on attendait, et peut-être ça va prendre aussi la forme d'une défaite, peut-être. Moi, je crois qu'il y aura une victoire. Moi, je crois ça. Mais c'est important de ne croire pas que la victoire aura les temps et les formes et les prix que nous voulons payer, que nous voulons voir. Parce que le moment que l'humanité va traverser, c'est plus grand de ce que notre univers mental peut concevoir. Et on l'a compris quand on était, comme on dit, confiné. Oui. Confiné. Et on nous disait que nous étions quelque chose de zbagnat, quelque chose de mauvais, que nous étions toutes seules, qu'on devait obéir et on a désobéi, on a croyé, on s'est parlé, on s'est rencontré, on s'est reconnu aussi pour la route, comme ça. Je pense que toi aussi, comme moi, on s'est reconnu comme ça. En Italie, c'était comme ça, mais je suis sûr dans toute l'Europe. Je suis dans le monde. On se regardait, moi, je pense que cette femme-là, elle est comme moi, mais elle est différente de toi.
Non, elle est comme moi, on s'est reconnus comme des frères. Et c'était très étrange parce qu'on n'avait jamais expérimenté cette forme de, comment on peut dire télépathie, on peut dire empathie, on peut dire Partage. partage. Et alors, on peut comprendre que ce que Socrate a commencé, ce que Socrate a donné comme exemple, il a s'aimé beaucoup. Et la même chose il a fait Jésus et d'autres désobéissantes parce que si nous allons réfléchir sur notre civilisation, parce que je pense que nous sommes en lutte, mais nous aimons aussi des choses de notre civilisation. Par exemple, nous aimons, je crois, la liberté de pensée, de parole, d'opinion. Je pense que nous aimons ça. Et si nous voyons bien tout ce que dans notre civilisation il y a de précieux a eu comme prix la désobéissance et le catch, La galère. la galère. Oui, parce que La prison. oui, la prison, toutes les grands hommes, les grandes femmes de notre tradition, ils étaient en prison. Peut-être que aujourd'hui aussi, le lieu juste pour un homme juste dans une société injuste, c'est la prison. J'ai lu aujourd'hui qu'on a arrêté le secrétaire, je pense, de la CGT parce qu'il a manifesté pour la Palestine. Il a manifesté ça, c'est jeté, ça le syndicat. Quoi. Alors, peut-être qu'ils ont raison, notre persécuteur, ils ont raison, sur le place qui est à nous. Peut-être que le place qui est à nous dans une société injuste, si nous sommes justes, c'est la prison. Alors, souvent je me demande pourquoi je ne suis pas en prison. Qu'est-ce que je fais des sbagliato, de mauvais que je suis encore libre. Mais jusqu'au moment qu'on est libre, c'est pas le juste mot parce que cette liberté, c'est une fiction, c'est bien clair. Mais la désobéissance, ça va être pratiqué avec rigueur et non-violence parce que c'est la possibilité que nous avons encore de habiter le droit. Parce que c'est le droit. Le droit, c'est le limite du pouvoir. Alors, dans notre civilisation, j'aime bien un moment qui c'est les dates en français. Bon, je pense que vous êtes fous parce que vous avez cette chose étrange comme 4, 20, 10, 9. Vous avez cette construction pour les dates. Nous disons par exemple 95. Vous disiez 95. Alors, maintenant, je me vais concentrer pour dire une date. C'est pas facile en français, mais non, ça c'est facile. 1215. 1215. Le Moyen Âge. Et en Angleterre, le roi c'est très faible.
parce que il a perdu ses terres en France. Parce qu'il avait beaucoup de terres en France et il a perdu. Le roi, c'est Jean sans terre. Jean sans terre, le roi, il se trouve devant la rébellion de ces barons. Barons, on dit en français. Oui. Les barons, qu'est-ce que c'est qu'un baron? Le mot signifie homme libre. Alors, les barons sont les hommes libres. Alors, ils vont faire cette rébellion. Pourquoi? Parce que le roi, il faisait ce qu'il voulait. Et alors, il doit signer la Magna Carta Libertatum. Ce document-là, je pense que c'est vraiment, dans notre époque, le principe du droit. Pourquoi? Parce que dans ce carte-là, le roi dit, moi, je ne peux pas toucher votre corps. Il reconnaît qu'il y a une limite à ses pouvoirs. Le limite de ses pouvoirs, c'est ton corps, ton corps, ton corps. Vraiment, cette conséquence sur le corps, il y a besoin de beaucoup de temps pour prendre la forme qu'il a toujours, c'est-à-dire ce que en latin s'appelle habeas corpus. C'est un principe selon lequel le corps, c'est intouchable. Mais les racines de ce principe sont dans la Magna Carta Libertatum, 1215. Dans ce moment-là, le roi, il dit, moi, je peux faire tout. Je peux faire la guerre, mais certaines choses, je peux pas faire. Je ne peux pas toucher ton corps. Et alors, ton corps d'homme libre. Alors, ce que s'est passé cette année-là, avec par exemple l'émergence sanitaire, qu'est-ce que ça a été? Ça a été le bouleversement de ce principe. Parce que sur ce principe-là, on a édifié toute la tradition juridique qui a porté aux constitutions et qui a porté au bien vivre que nous avons et qui a porté aux droits. J'ai des droits parce que j'ai le droit de défendre mes droits. Pour défendre mes droits, tu ne peux pas toucher mon corps. Mais avec les dernières années, ce que le pouvoir va tenter, c'est dire dans les émergences, ton corps est à moi. Et je demande, mais l'émergence, c'est quand? Et le pouvoir répond, c'est quand je le dis. C'est toujours, l'émergence c'est toujours. On l'a vu avec le 11 septembre, on l'a vu avec les guerres, avec la guerre au terreur, qui est devenue le terreur de la guerre. Il est commencé comme la guerre au terreur. Mais désormais, on le voit. Quand on voit cette très jolie jeune qui marche, les militaires pour les rues, très joli, très fort, très fier. Mais ce qu'il signifie, c'est moi que je suis le pouvoir, je suis le souverain, j'ai pris le territoire. Et je suis prêt à te prendre parce que les militaires sont autour de toi. Toute la militarisation de la société qui a suivi cette année-là est une préparation aux guerres
qui nous attendent, tout ce qui a pris un déclenchement à partir de l'émergence sanitaire, ça a été une forme de militarisation. On disait quand nous faisons de la désobéissance, je ne désobéis pas pour moi, parce que moi, ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas ça. C'est pas pour moi, c'est pour toi, parce que toi qui as obéi, toi maintenant es un esclave. Et alors, c'est pour te défendre que je perds mon travail. C'est pas pour défendre moi. Parce que cette baptême, parce que ça a été un baptême, et comme professeur d'histoire, je ne peux pas oublier que l'âge moderne, ça va commencer avec les baptêmes obligatoires. En Espagne, les baptêmes obligatoires des juifs et des comment on dit, musulmans, des musulmans et des juifs, les baptêmes obligatoires. Après l'unification de l'Espagne, la première chose, 1492, 1492, la première chose qu'on a fait, et maintenant le baptême est obligatoire. Et ces personnes-là, qui étaient les juifs, les musulmans, ils étaient très actifs dans la société, ils portaient une grande richesse. Et qu'est-ce que s'est passé? Ils sont enfouis ou ils ont été baptisés forcément. Mais attention, c'est pas fini, c'est pas terminé. Non, parce que après le baptême obligatoire, ça semblait la fin du problème. Non, parce que après ça, tu as le mien. Parce que tu vas tomber sous ma juridiction. Parce que avant, tu es juif, tu es musulman. Je ne peux pas dire que tu es hérétique. Mais depuis le baptême, tu es chrétienne. Tu es chrétienne. Alors, je peux dire que tu es hérétique. Ainsi va naître l'Inquisition espagnole, la pire d'Europe. La pire. Parce qu'elle est née sur ce principe-là. La soumission de la conscience obligatoirement. Et c'est le même mouvement qu'on a mis en place avec ce type de vaccination obligatoire. Tu dois y croire. Tu dois croire à la science. C'est une façon de parler totalement religieuse. C'est la Et nous, le professeur Raoul, en France, il l'a dit, c'est plus de la science en France, enfin il parle de la France, c'est de la religion. Ah oui, c'est ça. Il l'a dit, professeur Raoul. Ah oui, c'est ça. Pas moi, petit C'est clairement individu. une structure de pensée totalement religieuse. Et moi, je ne suis pas contre la religion, mais il ne faut pas la masquer de science. Voilà. Parce que toujours que la religion a mis la masque de la science, il l'a fait pour tuer. Toujours. On va penser à Giordano Bruno, on va penser au martyr, on va penser à Galileo Galilei, on va penser à tout ce qui a été la lutte pour la
liberté de pensée qui a eu comme ennemi la religion qui a dit je suis la science. Mais quand la religion, elle dit je cherche la science, je suis au service de Dieu et je ne me sers pas de Dieu. Et alors, on a eu un autre moment de communauté religieuse. Alors, ça, c'est le péril. On est entré dans un nouveau moment juridique de l'histoire. On a vu dans notre analyse, on a vu le problème qui a été poney très clairement de Socrate, de Jésus. Et après, on a vu comme 1215 va commencer la tradition de intouchabilité du corps qui va porter aux constitutions à partir de la Révolution française. Mais cette révolution-là, elle a eu comme base des intérêts économiques. Des idées, bien sûr, mais aussi des intérêts économiques de la bourgeoisie et quoi. Maintenant, ce moment-là de l'histoire, il y a des intérêts qui ne vont pas plus se poser avec la liberté. Parce que les mécanismes économiques, les mécanismes politiques, les mécanismes militaires qui sont devenus un seul grand léviathan n'ont pas plus besoin de citoyens qui pensent, qui écrivent, qui choisissent, qui sont heureux et qui vivent beaucoup de temps. Ils n'ont pas plus besoin de ça. On a eu besoin de ça pour le mécanisme économique et aussi pour l'idéologie. On a eu besoin de ça. Mais quand le patron n'a plus besoin que tu penses, n'a plus besoin que tu vives beaucoup de temps, n'a plus besoin que tu sois heureux. N'a plus besoin que tu aies des filles. Et alors, toi, peut-être que c'est toi qui n'as pas plus besoin de patron. Et il faut commencer à penser comme ça. Alors, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, peut-être ce n'est pas possible reconnaître les patrons. Parce que le patron, c'est très diffusé. Par exemple, les patrons, ça, si je prends ça, c'est en petite pièce du patron. Le patron, ça, c'est devenu quelque chose de diffusé. Éparpillé. Et alors, on n'a pas encore une théorie, une praxis, une méthode, en partie, une vision globale de ça. Et dans cette situation, c'est normal qu'on va se diviser. La division, il faut le dire, la division. Qu'est-ce que ça signifie pour un homme vivre, être heureux, connaître? Ça signifie
unifier. Hmm. Par exemple, moi, j'ai devant moi beaucoup de choses. J'ai un nombre infini de pixels. Ce théâtre s'appelle Pixel. Un nombre infini de pixels. Mais dans ce nombre infini de pixels, je vais faire l'unification, je vais unifier quelque chose, et c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est la chaise, c'est le mur. Alors connaître, c'est mettre ensemble, réunir. C'est la même chose pour soi-même. Moi-même, je suis fait d'une infinité de choses. Mais pour connaître moi-même, je dois reporter à unité tout ça. Je dois récupérer le sens. Je dois comprendre ce que donne du sens à cette chose, aux choses, à toutes les choses. Alors, cette forme de unification que c'est la connaissance, il nous manque. Il nous manque pour lire la situation actuelle. Nous n'avons pas la compréhension du sens de ce que se passe. Mais quelque chose, on va la comprendre. On va comprendre la fausseté de ce qu'on nous dit. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, par exemple, sur la guerre en Palestine, par exemple, sur la guerre en Nagorno-Karabakh, sur la guerre à nous. Parce que c'est une guerre à l'Europe. Parce que maintenant, il faut le dire, que les États-Unis et l'appareil militaire industriel qui a dans les États-Unis sa base impériale, il conduit une guerre contre l'Europe. Il faut le dire très clairement, avec notre mouvement, notre groupe d'amis, on a préparé par exemple une demande, une question à l'OTAN. À l'OTAN. Moi et nous sommes contre l'OTAN, mais on est dedans. On est dedans. L'Italie, il faut le dire, il y a aussi une registration. L'Italie est un territoire occupé. Territoire occupé par l'OTAN. Mais l'Europe est un territoire occupé. Et alors, les territoires occupés, parce qu'on a dit qu'il faut faire vivre le droit. Parce que le droit, il va mourir quand on n'a pas quelqu'un qui fait vivre. Alors, c'est ce qu'il dit Carlo Brusa. le nom c'est Carlo Brusa. Carlo Brusa. L'avocat. Il a dit vous connaissez, non? Non, en fait, c'est un avocat italien, justement, qui vit en France et qui défend beaucoup les Français. On va prendre contact, c'est très bien. Mais cette occasion-là, c'est très important pour Mais ça. Morija le connaît. Donc, Morija est en contact avec... parce que David et Roberta sont en contact avec Morija, l'avocat Morija. Ouais. Il connaît très bien Carlo Rosa. Je crois qu'ils opèrent à l'international. Ouais. Il faut essayer de créer ce bloc. C'est bien. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans cette situation de guerre en Europe, il faut faire vivre le droit. Comme on fait comme ils ont fait beaucoup d'avocats. Alors, on a préparé une question dans l'OTAN, et c'est la suivante.
l'Europe a été frappée par, dans les Nord Stream, le gazoduc, Gazoduc. 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 Le gazo. Ouais, le gazo. Ouais, le gazo. Voilà, faut simplifier. Ouais. Simplifie. Oui, Enfin, le gazo. même si c'est pas du bon français, c'est pas grave. Et On se comprend. ça Gazoduc. Donc, l'Europe- moi, c'est pour ça qu'il faut que je me sous-titre. a subi une frappe. Et par qui? On a dit, et selon Hirsch, on a dit par les États-Unis. Mais depuis quelques ans dans les États-Unis, on a dit que l'Ukraine a fait ça. Dans ce moment, il y a deux coupables, les États-Unis et l'Ukraine. Alors, selon les premiers 5 articles, mais surtout le 5e article de l'OTAN, du traité de l'OTAN, il y a l'obligation de l'OTAN à intervenir contre celui qui a fait ça. Il faut faire une enquête et il faut intervenir. Alors je pense qu'on n'a pas encore demandé comme citoyenne de faire ça. Alors moi et d'autres, nous croyons qu'il faut que nous citoyens, nous devons le demander en italien, en français, en Allemagne. En Allemagne, parce que c'est fou ce que notre frère en Allemagne, ils vont subir, parce qu'ils savent très bien, que cette guerre est contre eux, mais ils ont peur. Mais si je peux, par exemple, comme professeur, je peux n'avoir pas peur comme citoyenne, par exemple, s'il y a beaucoup de citoyens qui présentent chacun dans son préfecture la dénonce avec 10, 11, 100, 1000 signes. C'est ce que Carlo Brosa il préconise. Il dit qu'il faut qu'il y ait un maximum de citoyens qui inondent de plaintes, de demandes. Comment? Pétition. Ouais, enfin surtout non, même de plaintes, non, carrément. Ah non, des procédures judiciaires, comme tu as fait, comme elle a fait, parce que c'est Carlo Brosa qui le demandait. Il disait aux adhérents, j'ai déposé des plaintes pénales, et il faut qu'il y ait un maximum pour que, je veux dire, la justice, au bout d'un moment, elle soit inondée, qu'elle soit obligée de, vu le nombre, voilà. C'est bien clair, que il y a dans quelque manière un aspect ridicule de ça, parce que nous savons bien que les juges, ils obéissent au pouvoir. C'est bien clair. Mais qu'est-ce que c'est que la non-violence? La non-violence a été... C'est très difficile à dire qu'est-ce que c'est, mais on peut dire que la non-violence va reconnaître dans l'autre, dans l'ennemi, dans l'adversaire, un homme. Un homme avec ses contradictions, un homme avec ses possibilités. Et la non-violence demande à qui va la pratiquer de tenter de prendre de son ennemi le mieux, pas le pire, le mieux. Ce qui est humain dans notre ennemi. On peut dire, et c'est peut-être juste, on peut dire que peut-être, ou aussi c'est probable, on peut penser ça, que quelques-uns d'entre eux n'est pas humain. On peut dire, on peut penser, mais celui qui obéit aux puissants, ils sont humains.
Ils sont notre voisin de maison, ils sont notre compagnon d'école ou d'université. Ils sont humains, plus ou moins, mais encore humains. Pardon, vous voulez demander quelque chose? Non, en fait, hier, quand on est allé Soutenir, Louis Fouché, Louis Fouché. et qu'il est sorti de son audition, il a expliqué qu'il voulait lancer les enfants d'Hippocrate. Les enfants d'Hippocrate. Parce qu'il disait que quand il s'est présenté, en fait, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins C'est bien qui ce qu'il avait veut porté faire. plainte contre lui. Sauf que hier, ceux qui ont porté plainte n'étaient pas présents. Le Conseil national Et leur français de l'ordre des médecins, ils ne sont pas venus qu'on portait plainte contre lui, ce coup. Et leur avocat, en fait, il avait une voix Tremblante. parce qu'il se demandait en fait pourquoi il était là, quoi. Et il dit qu'en fait, de se servir, comment dire, ils ont reçu beaucoup de cartes postales au Conseil de l'ordre des médecins en leur rappelant l'importance qu'ils avaient, en les flattant un peu, pour les faire revenir sur les bases Humaine. de ce qu'ils sont, quoi. Et du coup, ils ont reçu des fleurs, des cœurs, et Louis Fouché, il dit qu'en ayant reçu ces cartes-là, eh ben, ça a touché l'homme à l'intérieur, et donc, du coup, ça les met en porte-à-faux entre ce qu'ils peuvent représenter et l'être qu'il est. Et du coup, c'est comme si on mettait un pied dans la porte et qu'il faut continuer en fait à se servir pour faire en sorte que ces gens-là, ils redeviennent humains. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce que tu dis, quoi. Et ça peut être aussi une autre définition de non-violence, le pied dans la porte. Bah, voilà. Et il disait, Et pour ça, finir, c'est il disait quelqu'un aussi qu'il faut. ils vont faire, avec les enfants d'Hippocrate, ce qu'ils vont créer, il disait après, ça sera pour inonder les ARS. Ils ont un dossier technique pour expliquer tout ce qui s'est passé sur le Covid, toutes les recherches, les études, voilà. Et ils demandent, si on participe à ça, à chaque citoyen de récupérer ce dossier technique et de l'envoyer à la NSM, aux députés, aux sénateurs, Les agences régionales de santé. les institutions, les préfets, pour dire qu'après, ils peuvent nous dire on ne savait pas. Voilà, les mettre au courant. Et il dit, après sur beaucoup de mesures, hein, pas que sur des dossiers techniques comme ça, il dit que c'est, voilà, il faut qu'on mette le pied dans la porte. Il ne faut pas oublier comment a commencé la Révolution française avec les cahiers de doléances. Ouais. Alors, c'est bien clair que beaucoup de choses ont changé. Par exemple, il y a des jours, j'étais en train de lire Victor Hugo parce que je ne suis pas encore réussi à terminer Les Misérables, mais je suis dans cette partie-là où il y a la barricade. Alors, il y a la barricade et beaucoup de gens, ils tentent d'arrêter la gendarmerie. Alors, j'ai pensé comment ils ont changé les temps parce que aujourd'hui, la gendarmerie n'aurait pas besoin de passer. Tu fais la barricade. Faites la barricade. Ce n'est pas un problème parce que je n'ai pas besoin de contrôler le territoire parce que je contrôle les esprits. Alors, il m'a vraiment épouvanté, ça, il m'a choqué cette vision. Mais c'est vrai que c'est changé beaucoup, mais l'homme est l'homme. Des encore.
pour le moment, parce qu'on est dans un moment de passage très mystérieux maintenant. Et alors, la non-violence et la tentative de faire vivre le droit nous permet de mettre l'adversaire, l'ennemi, l'autre, le compagnon dans un état de questionnement intérieur qui fait de l'homme l'homme et qui est le pire ennemi de la mécanisation et de la, j'utilise cette façon de dire, je ne sais pas si c'est possible en français, mais je dis la robotomisation de l'homme. Alors, je crois qu'il faut agir. Pourquoi j'ai accepté d'être là? Thérèse, c'est ce qui me passe. Je n'ai pas la possibilité économique de voyager. Et Robert a le même. Mais je sens profondément qu'on a besoin, et moi, c'est une prière, on a besoin de travailler ensemble entre citoyens d'Europe, mais il faut penser aussi, aidez-nous, nous qui, je ne sais pas, mais aidez-nous à faire quoi? Un réseau européen, par exemple, avec simplement cette, on peut commencer avec cette question à l'OTAN. Et il faut porter dedans les Allemagnes. Il faut lui dire, où êtes-vous? Vous êtes très fort. Vous êtes ridicule maintenant. Où êtes-vous? Surtout Der Spiegel, il a écrit, mais qu'est-ce que se passe-t-il? On nous a frappés, on nous a attaqués, et tout va trahir. Non, taire. C'est ridicule. Il faut travailler ensemble, mais avec des choses très sombres. J'aime les manifestations, oui, c'est une chose très utile, mais ça ne suffit pas, et désormais, ils sont plus utiles aux patrons qu'à nous. Pourquoi? Parce que à nous, ils vont coûter beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour les déplacements. Et ils sont où nous sommes. Alors, on va lui dire, je serai là. Ah, très bien. Je sais, tu es là, et alors je suis tranquille. Et alors, je pense qu'il faut agir localement dans toute notre, dans le bâtiment, dans le bâtiment, dans les quartiers, dans les, comment se dit, à Paris, j'ai dans l'arrondissement, et comme avec des choses très simples.